Le français par la méthode nature. Rédigé par l'auteur Arthur M. Johnson. Chapitre 49. 49e chapitre. Midi à Paris. Le lendemain soir, comme il l'avait promis, M. Doumier réunit autour de lui sa petite famille et, ayant allumé son cigare, reprit la description de la journée de Paris. Si on est fatigué des discussions du marché aux puces, si l'on veut pas non plus regarder le fleuve long des voitures qui emplissent les grands boulevards, si en d'autres mots, on a besoin de calme, où peut-on aller dans Paris? Faut-il peut-être sortir de la ville? Non, il ne faut même pas aller loin du centre. Il suffit de faire quelques pas, en partant de la rue de Rivoli, pour se trouver dans les jardins des Tuileries, derrière le musée du Louvre. Paris est tout près, avec son bruit, mais ici, tout est calme. Ici, l'on vient rêver, ici, on lit, ici, le temps s'arrête entre 9 heures et midi. Mais à midi, tout change. À midi, tout le centre de Paris et les Tuileries également se remplissent d'une foule pareille à un régiment d'insectes en fuite devant un grand danger. Car à midi, tout le Paris qui travaille se précipite vers le même but, le déjeuner. On ne mange pas à son bureau à Paris, comme dans beaucoup d'autres villes et d'autres pays. À Paris, les employés des bureaux vont manger chez eux, si cela est possible. S'ils demeurent trop loin de leur bureau, ils vont au restaurant. Il y a des centaines de petits restaurants à Paris qui vivent de ces clients-là. Naturellement, il n'y a pas seulement les employés qui déjeunent chez eux ou au restaurant. Mais la plupart des usines ont des sortes de restaurants où les ouvriers prennent leur repas. Et c'est pareil dans la plupart des grands magasins. On voit donc peu d'ouvriers dans les rues de Paris à midi et peu de vendeurs et de vendeuses des grands magasins. La plupart des gens qui, à midi, remplissent les grands boulevards et les rues du centre de Paris sont donc des employés et employés de bureaux. Ceux qui vont déjeuner au restaurant vont généralement à pied, tandis que ceux qui rentrent chez eux prennent le métro ou l'autobus. Le métro est le plus rapide, mais l'autobus est beaucoup plus intéressant. Tenez, j'ai une idée. Puisque Robert n'a vu de Paris que la gare du Nord, imaginons-nous que nous sommes tous à Paris, qu'il est midi et que nous attendons, dans une queue, l'autobus qui va nous conduire de la place de la Concorde à la place de la Bastille. C'est une distance de 4 kilomètres et c'est une des rues les plus intéressantes de Paris. Elle s'appelle d'abord la rue de Rivoli et devient ensuite la rue de Saint-Antoine. Notre queue se compose déjà de plus de 6 personnes. Avant nous, il y a 3 hommes. Mais voilà qu'arrive une jeune femme avec un bébé sur les bras. Comme à Paris, les femmes qui portent un bébé sur les bras ont la priorité dans une queue d'autobus. Elle montera la première, même si elle n'a pas de numéro. Voilà l'autobus qui approche. Il ne va pas trop vite à cette heure-ci, à cause des centaines d'autos qui remplissent les grandes rues du centre. Mais enfin, il s'arrête devant notre queue. Quelques personnes descendent. Le receveur nous appelle. « Avancez, s'il vous plaît. J'ai 6 places. Priorité. » La dame avec le bébé s'avance. « Montez, madame. Au numéro. À qui? 93, dit l'un des hommes qui sont devant nous. « C'est à moi. J'ai le 92, dit un autre. C'est lui le premier. » Il monte. Le receveur continue. Au suivant, 94, 95. Le 95, c'est notre premier numéro. Mais nous sommes 6 et il n'y a plus que 2 places. Nous laisserons donc monter les 2 personnes qui viennent après nous et nous attendrons l'autobus suivant. Le voilà. Cette fois-ci, nous sommes en tête de queue. Nous montons les premiers. Quand nous sommes montés, il n'y a plus qu'une place. Le dernier voyageur monte. « Complet !» dit le receveur, il sonne et l'autobus se remet en marche. Nous donnons au receveur les tickets et nous regardons autour de nous. Qui dit rue de Rivoli dit Paris. Comme je l'ai dit, il y a de la place de la Concorde à la place de la Bastille une distance de 4 kilomètres.
ce qui fait de la rue de Rivoli une des plus longues de Paris. Le touriste qui, passant par Paris, n'aurait que quelques heures pour voir le plus possible, pourrait passer ses heures à étudier la vie de la rue de Rivoli et de la rue de Saint-Antoine. Cela lui donnerait une fort bonne idée de la vie dans la plupart des rues de Paris. Pourquoi? Voici. La rue de Rivoli se divise assez nettement en deux parties. À l'ouest, la partie riche. Cette partie va de la place de la Concorde à l'hôtel de la ville environ, le long des Tuileries et du Louvre. Les magasins y sont plus chers que dans la partie populaire, à l'est de l'hôtel de la ville. Une Parisienne élégante qui fait ses achats dans les magasins de la première moitié n'ira que très rarement au-delà du Louvre. De même qu'une Parisienne venant de l'Est ira jusqu'au grand magasin du Louvre. Mais rarement au-delà. Pourquoi? Différence de classe? Peut-être, mais peut-être simplement d'habitude. L'élégante ne se sent pas chez elle dans le monde simple au-delà du Louvre et de l'hôtel de la ville. La femme d'ouvrier n'est pas à l'aise dans le monde élégant du quartier de la Concorde. Pour nous autres, il est fort heureux que nous soyons à bord d'un autobus en passant le long des magasins luxueux du quartier de la Concorde. Car si nous étions à pied, nous saurions peut-être pas résister à l'envie d'y entrer, et alors notre porte-monnaie serait bientôt vidé. Et remarquez que la rue de Rivoli n'est pas aussi chère ni aussi luxueuse que la rue Saint-Honoré et la place Vendôme, entre la rue de Rivoli et les grands boulevards. Là, non seulement notre porte-monnaie, mais le portefeuille d'un millionnaire serait vidé en moins de temps qu'il faut pour le dire. Car c'est rue Saint-Honoré et place Vendôme que se trouvent peut-être les magasins les plus chers et les plus luxueux du monde. Pour s'y trouver à l'aise, il faut être nettement plus riche que ne sont la plupart des Parisiens. Pour le touriste ordinaire comme vous et moi, qui veut avant tout étudier la vie de Paris, c'est la partie populaire de la rue de Rivoli qui est la plus intéressante. Nous en approchons. L'autobus avance lentement le long du Louvre, arrive enfin à l'hôtel de ville. Les trottoirs sont noirs de monde. On marche vite, on est pressé, mais comme partout ailleurs à Paris, il y a aussi des gens qui ne sont pressés d'aller nulle part et qui ont le temps. Le temps, par exemple, de s'arrêter pour écouter ce que raconte ce camelot. Nous aussi pourrons l'écouter, puisque notre autobus, pour une raison ou l'autre, semble s'être arrêté pour assez longtemps. Je suppose que vous savez ce que c'est qu'un camelot, Robert. Sinon, écoutons-le d'abord, je vous expliquerai ensuite si c'est encore nécessaire. Que vont-ils? Des marmites. Ce sont sûrement des marmites extraordinaires. Et ici, M. Doumier, debout devant sa petite famille, se mit à faire le discours du camelot. Permettez-moi, messieurs, dames, je vous présente la grande nouveauté du siècle, l'invention qui va révolutionner le travail dans les cuisines. Le résultat de plus de 20 ans de recherche. En un mot, la marmite atomique. Avec la marmite atomique, plus de dîners ratés, plus de retard, plus de scènes de famille. Madame est rentrée de chez la modiste à 7h30 et le dîner à 8h. Aucune importance. Madame n'est pas nerveuse. Elle se met au travail, le sourire aux lèvres. Vous avez deviné pourquoi? Grâce à la marmite atomique. Cette merveilleuse invention. Le dîner de monsieur sera prêt à 8h précises, comme tous les jours. Et monsieur paiera la note de la modiste sans protester. Approchez donc, messieurs, dames, n'hésitez pas. Car la marmite atomique se vend à un prix aussi révolutionnant que les services qu'elle vous rendra. Ce n'est pas 20 000, ce n'est pas 15 000, ce n'est même pas 10 000. Nous savons que nos clients ne sont pas riches et notre grande nouveauté n'exige pas le portefeuille d'un millionnaire. Tenez-vous bien, messieurs, dames. Cette invention révolutionnante se vend au prix vraiment extraordinaire de 5 000, même pas 3 000 francs. Oui, messieurs, dames, vous avez bien entendu, 3 000 francs. 3 000 francs, messieurs, dames, et toutes les notes de votre modiste et de votre couturière seront payées avec un sourire. 3 000 francs, messieurs, et vous n'aurez plus un seul dîner raté. Peut-on hésiter? Non, messieurs, dames. Ayant fait son discours, M. Doumier se rassit, pendant que tout le monde riait aux larmes.
Lui-même riait aussi. Quand on se fut calmé, il reprit. Vous riez, mais c'est un fait que 2 ou 3 fois par jour, on lui achète une de ces marmites au camelot. Car, n'est-ce pas, on ne sait jamais, peut-être sont-elles aussi bonnes qu'il le dit. Mais notre autobus s'est remis en marche et nous n'entendrons pas la suite du discours de notre camelot. Encore quelques minutes d'ailleurs, et nous voilà arrivés à la rue Saint-Antoine, qui fait suite à la rue de Rivoli. La rue Saint-Antoine offre un spectacle qui étonne la plupart des touristes, particulièrement ceux qui viennent des pays du Nord, car les trottoirs de la rue Saint-Antoine sont un seul long magasin de produits d'alimentation. En entendant cela, Robert ne put s'empêcher de s'écrier « Des produits d'alimentation sur le trottoir? À notre époque? » Papa m'en avait parlé, mais je croyais que maintenant, après la dernière guerre, on avait changé cela. Je pensais bien que cela vous choquerait, lui répondit M. Doumier en riant. Et pourtant, c'est vrai, on vend encore en France toutes sortes de produits d'alimentation sur les trottoirs. Rue Saint-Antoine, ce sont les magasins d'alimentation qui, au lieu de vendre leurs produits à l'intérieur seulement, se prolongent à l'extérieur. On y vend de tout. Il y a des boucheries où la viande coupée en morceaux est placée dehors, sur des sortes de tables. Il y a des marchands de poissons qui présentent également leurs produits sur de longues tables placées à l'extérieur. Monsieur Doumier fut interrompu encore une fois par un Robert de plus en plus choqué. « Mais oncle Arthur, ne trouvez-vous pas vous-même que c'est une terrible chose de vendre des produits de boucherie et du poisson sur le trottoir, à l'extérieur? La poussière, les mouches, les gens qui touchent probablement toutes ces marchandises. » Il avait parlé avec une telle animation que Marianne en fut tout étonnée. Était-ce là le jeune homme timide, sans cesse rougissant, qui n'avait presque pas osé lui parler depuis son arrivée? Elle était presque choquée de ce changement, mais elle se dit que le sujet auquel elle avait touché son beau-père devait être un sujet qui intéressait particulièrement le jeune franco-hollandais. Il lui avait fait oublier sa timidité. Mais naturellement, comme Marianne était polie et avait un très bon cœur, elle ne dit pas à haute voix ce qu'elle pensait de Robert. Ni aucune des autres personnes présentes non plus d'ailleurs. Ce fut M. Doumier qui répondit au jeune homme en riant de bon cœur. « Vous avez raison, tout à fait raison, Robert. Il y a de la poussière, il y a des mouches et il y a des acheteurs qui touchent la marchandise. Bien que ce ne soit naturellement pas permis dans le cas des produits de boucherie et du poisson. Il y a tout cela, et nous savons tous que ce n'est pas bien. Mais que voulez-vous? On y est habitué, on n'y pense généralement pas. Et puis, le gouvernement a tant de choses plus importantes à faire. Il est si difficile de changer ces petits détails de la vie quotidienne. Mais, oncle Arthur, ce que vous appelez des détails de la vie quotidienne sont en réalité des choses de la plus grande importance, qui touchent la santé de toute la nation française. » Cette fois, ce fut le tour de Marianne de rire, malgré toute sa politesse. « Que de bruit pour quelques mouches! Vous auriez dû voir nos marchés de Casablanca. Là, oui, il y avait des mouches. Ici, en France, ce n'est rien. » Robert aurait été prêt à discuter avec la jeune femme, malgré sa timidité. Mais M. Doumier leva la main. « Mon cher Robert, je vous donne pleinement raison. Mais comme, après tout, ce n'est pas à nous de révolutionner ni même de réformer les marchés alimentaires de Paris et de France. Je crois que nous ferions mieux de retourner à la rue Saint-Antoine, où notre autobus, heureusement, s'est arrêté de Neuvaux. À côté des boucheries et des magasins de poissons, il y a une crèmerie où l'on peut acheter des œufs, du lait, de la crème et tous les produits que l'on fait avec du lait. Il y a des marchands de fruits et de légumes, une boulangerie où le pain toutefois n'est pas vendu à l'extérieur, une épicerie où vous pouvez acheter toutes sortes de produits alimentaires, par exemple du café, du chocolat, du sucre, du vin, de l'huile, etc. Dans une épicerie, on peut donc acheter tout ce qu'il faut pour la cuisine, sauf naturellement les produits vendus dans les boucheries et les boulangeries. On peut donc acheter tout son dîner rue Saint-Antoine, sans faire plus de 100 mètres. Et la Française fait souvent ses achats 2 fois par jour, une fois pour le déjeuner,
une autre fois pour le dîner. En tout cas, on achète chaque jour la viande, les légumes, les fruits qu'il faut pour les 2 grands repas. Mais voilà notre autobus qui se remet en marche. Ah! Ah! Il y avait eu un petit accident. C'est ce que nous avait arrêtés. Maintenant, nous avançons un peu plus vite. Je vois que nous approchons de la place de la Bastille. Remarquez le changement. La foule est bien différente de celle du quartier de la Concorde. C'est que nous approchons des quartiers d'usines et la foule se compose en partie d'ouvriers et de femmes d'ouvriers. À 4 kilomètres de distance de la Concorde, c'est un tout autre monde, plus étranger à beaucoup de Parisiens des quartiers élégants que les quartiers élégants de villes lointaines, comme Londres, Rome, Stockholm ou une ville d'Amérique. C'est vrai, dit Robert, que moi-même, je connais fort mal les quartiers ouvriers d'Amsterdam, où nous demeurons pourtant depuis longtemps. Vous voyez donc que la différence n'est pas si grande entre nos pays, dit M. Doumier. Puis il ralluma son cigare qui s'était éteint et continua. Avec tout cela, je crains que nous n'oublions notre déjeuner. Il est midi passé et vous devez avoir faim. Oh non, oncle Arthur, dit Robert. Pas encore. Non, bien entendu, lui répondit M. Doumier en riant. Mais vous oubliez que nous sommes dans un autobus, place de la Bastille, à Paris, en même temps que nous sommes dans notre salon de Villebourg. Je vous demande pardon, je suis bête, s'excusa le jeune homme en rougissant. Et M. Doumier put poursuivre. Il ne faut donc déjeuner. Mais où? Comme je l'ai dit, il y a à Paris des centaines de restaurants. Grands et petits, élégants et populaires, chers et bon marché. Nous pouvons déjeuner dans une crèmerie, puisque les crèmeries sont souvent des restaurants où l'on sert des plats très simples. Peut-être même seulement un œuf ou 2 avec du pain. Nous pouvons déjeuner debout, dans un café du quartier des étudiants. Nous pouvons aller à un restaurant russe, à un restaurant italien, à un restaurant arabe. Et nous pouvons naturellement aussi choisir un restaurant français. Je crois que je vais proposer d'aller goûter la cuisine d'une des provinces françaises, par exemple la Normandie. Nous allons donc déjeuner dans un restaurant dont le patron, que je connais très bien, est de Caen. C'est assez loin de la place de la Bastille, mais nous avons des ailes, puisque tout cela n'est que fantaisie, et nous y sommes en un clin d'œil. Voulez-vous entrer? Voilà. Oh, il n'y a pas une seule table libre. Mais cela ne fait rien. Je vais appeler mon ami le patron. C'est inutile, il vient justement vers nous. Bonjour, patron. J'ai amené ma petite famille pour lui faire goûter votre excellente cuisine. Mais je vois qu'il n'y a pas de table libre. Pas de table libre? Pour vous, monsieur Doumier, il y aura toujours une table libre dans ma maison. Suivez-moi, s'il vous plaît, monsieur Doumier. Qu'est-ce que je vous avais dit? En un clin d'œil, mon ami le patron a organisé une table, une grande table même, où nous serons très bien. Avec un grand sourire, il nous donne le menu. Nous choisissons un déjeuner simple, mais bien préparé. Un déjeuner de 2 plats suivis d'un fruit comme dessert et une bonne tasse de café pour nous autres grandes personnes. Marianne et Fatima y mettent une montagne de sucre. Moi, je le préfère sans sucre, mais j'y mets un peu de crème. Et vous, Robert? Un peu de sucre, merci. 2 petits morceaux, répondit Robert avec un petit sourire cette fois-ci. Bien, dit alors M. Doumier. Et maintenant, déjeunons. Comme il se taisait ayant dit cela, Marianne lui demanda. Et puis, beau-père? Et puis, ma fillette? Lui répondit M. Doumier. Puis nous allons tous nous coucher, pour rêver au bon déjeuner que nous prendrons ensemble. Déjà, quel dommage, dit toute la famille en même temps. Mais comme il était 11 heures passées, il n'y eut pas de discussion. Robert remercia son oncle de l'agréable soirée, et M. Doumier promit à Marianne et aux enfants une surprise pour le lendemain soir. Il fut impossible de tirer de lui de quoi il s'agissait. Marianne se sentit rougir un peu. Elle croyait deviner. Elle ne dit rien par timidité. Elle se dépêcha de monter dans sa chambre et s'endormit bientôt, un sourire aux lèvres.